Bonsoir à tous, un grand merci de tout cœur d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour nous, vous vous en doutez, un très grand moment que de cette présentation de liste, puisque nous travaillons déjà depuis plusieurs mois. Le collectif s'est constitué. Ce n'était pas forcément simple au départ, parce que tout le monde ne se connaissait pas. Et puis les uns et les autres, les unes et les autres, ont appris à se connaître, à travailler ensemble. Et je dois dire que, et j'y reviendrai tout à l'heure au moment de la présentation, combien ça a été de grands moments de bonheur que de travailler avec vous tous. Parce qu'au cours de tous ces derniers mois, beaucoup d'intelligence s'est exprimée, beaucoup de sensibilité, beaucoup de soucis de l'intérêt collectif et un amour immodéré pour Montbéliard, pour la ville-centre, et la volonté d'en faire une ville-centre avec toutes les dimensions qui sont nécessaires à une ville-centre si on veut faire aussi une grande agglomération et un pôle métropolitain, Belfort, Montbéliard, Héricourt, Delle, qui est de l'allure, parce qu'ensemble, nous avons en réalité destins liés. Avant donc de vous présenter notre liste, quelques mots sur ce qui anime notre démarche. Je le disais, Montbéliard, c'est la ville-centre. C'est donc une responsabilité particulière pour cette ville. Cette ville n'est pas comme les autres. Elle a une responsabilité. Dire ses progrès, ses avancées, son rayonnement, participe en réalité du rayonnement de l'ensemble de l'agglomération. Et parce qu'une agglomération est toujours portée par sa ville-centre. Si vous allez dans la banlieue de Besançon et que vous partez de Montbéliard, vous ne dites pas « je vais dans la banlieue de Besançon », vous dites « je vais à Besançon ». En réalité, on a le Grand Besançon, on a le Grand Belfort, on a le Grand Mulhouse, et nous, on a le pays de Montbéliard. Et donc, on a besoin que cette ville-centre soit véritablement moteur à la fois de l'agglomération et du pôle métropolitain sur tous les grands sujets qui nous intéressent. Les grands sujets, c'est quoi ? C'est bien évidemment toutes les questions environnementales, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est aussi les questions économiques, de gestion des zones d'activité, les questions de transport, parce que ça fait longtemps que nos concitoyens, quel que soit l'endroit où ils habitent, ont parfaitement intégré cet espace de vie, cet espace qu'on voudrait être un espace de projet. Mais c'est aussi l'université, avec des étudiants qui, en fonction des cours, des formations, se baladent d'un site à l'autre. C'est les questions de formation professionnelle et tout ce qui touche à la promotion sociale. C'est la question de la gestion des déchets. C'est une question essentielle qu'il va falloir travailler avec beaucoup de sérieux. Il y a une usine d'incinération dans le territoire de Belfort, qui n'est pas très loin d'ici, et on en a une qui est en fin de vie à Montbéliard. Il faudra quand même s'interroger, à un moment donné, si on met 40 millions dans une nouvelle usine d'incinération ou si on coopère pour trouver une solution collective. La gestion des espaces naturels, et notamment toute la partie Lisène, Savoureuse, etc., Lalande, etc., qui font en fait notre respiration. Et bien sûr, la politique culturelle. Et la politique culturelle, on a vécu une expérience au cours de ces derniers mois, avec ce projet de créer une grande scène nationale à l'échelle métropolitaine, et qui, en fait, a échoué, de part aussi, je crois, l'étroitesse et l'esprit de repli sur soi qui existe trop dans nos collectivités. Et il y a une dimension que nous abordons bien sûr trop rarement, c'est les questions de santé. Là, pour le coup, ça revient d'actualité, mais on a eu le débat, par exemple, sur le site Médian. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a une polémique qui est en train de naître sur la responsabilité du maire de Grand Charmont de l'époque, c'est-à-dire moi, quant à la responsabilité que le site Médian soit fait à Trévenans, soit construit à Trévenans.
C'est très bizarre comme argumentation. J'étais même responsable du coût, du financement, enfin du coût surtout de l'échangeur de Trévenance. Quand même assez extraordinaire. C'est de ma faute, parce que je n'aurais pas accepté que le site soit au Grand Boulois. La vérité, ce n'est pas celle-là. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on s'était mis d'accord avec le docteur Becker, Jean-Marc. On était amis, on se connaissait depuis fort longtemps, du temps où je travaillais à l'usine, c'était mon médecin traitant. Et on avait dit, on avait un grand espace, le Grand Boulois, c'est entre Grand Charmont et Nomé. Il y avait une trentaine d'hectares. On avait proposé à l'époque, avec Jean-Marc, on avait même pris une délibération au conseil municipal, que le site Médan soit à cet endroit-là. Sauf que la décision de le faire à Trévenans, elle était déjà prise. Et c'était l'objet d'un accord en réalité entre Louis Souvet et puis Jean-Pierre Chevènement. Et vous savez, dans le Nord-Franche-Comté, à l'époque, quand Jean-Pierre Chevènement était aux responsabilités, s'affronter Jean-Pierre Chevènement, il n'y avait pas beaucoup de courageux, il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Et finalement, la proposition qu'on avait faite avec Jean-Marc Becker n'a pas eu le soutien qu'on pouvait espérer. Et puis l'accord qu'il y avait eu entre Louis Souvet et Jean-Pierre Chevènement s'est appliqué. C'est ça la réalité. Et puis bien sûr, après, les investissements qui ont suivi autour de la gare TGV, bientôt on va dire que c'est de ma faute. Et s'il a fait -4 aujourd'hui, peut-être que ça va être de ma faute aussi. Je pense qu'il faut garder raison, on est dans une campagne électorale, c'est normal, hein, on est projet contre projet, il y aura des débats, il y en a déjà, mais par pitié qu'ils se fassent de manière correcte, sur les sujets de fond, qui intéressent tout le monde, et pas aller chercher comme ça des arguties pour essayer de justifier ou de salir tel ou tel candidat. Je disais là, un domaine sur lequel nous avons besoin aussi de travailler plus fortement, c'est la question de la coopération avec la Suisse. C'est une question essentielle. Essentielle pourquoi? Parce que les Suisses ont énormément investi du côté de Genève, Neuchâtel, ont énormément investi du côté du Tessin, c'est-à-dire tout près de la frontière, à la frontière italienne, et il se trouve qu'ils ont relativement peu d'espace aujourd'hui pour pouvoir investir dans ces zones-là. Ils connaissent un vrai problème en termes de main-d'œuvre. Ils n'arrivent plus à tirer, parce que toute la main-d'œuvre, il y a des taux de chômage en France et en Suisse qui sont extrêmement faibles dans les régions frontalières. Et donc, ils ont fait le choix stratégique d'investir massivement tout près de chez nous, c'est-à-dire de l'autre côté de Delle, tout le secteur de Boncourt. Et si nous ne prenons pas garde, eh bien, on va avoir beaucoup de compétences qui sont aujourd'hui dans nos entreprises et qui vont partir en Suisse, comme on le vit déjà pour partie dans le Doubs et dans le reste de la Franche-Comté. Et donc, la question de la coopération avec la Suisse, à la fois sur les questions économiques, sur les questions de formation, sur les questions universitaires, est absolument essentielle et porteuse d'avenir. Et nous avons là aussi, je crois, destin lié, et une coopération fructueuse avec la Suisse peut aussi considérablement nous aider à résoudre nos propres problèmes d'emploi. Si vous regardez ce qui se passe à Pontarlier, par exemple, une ville de 17 000 habitants, l'offre commerciale et de services autour de Pontarlier, c'est l'équivalent d'une agglomération de 120 000 habitants. C'est dire comment la présence de la Suisse à nos côtés peut être aussi facteur de développement. Donc, vous allez me dire, on s'éloigne de Montbéliard. Non, on ne s'éloigne pas de Montbéliard. Parce que quand on va penser le développement de Montbéliard, on ne va pas le penser simplement pour les Montbéliardais ou pour les voisins de Montbéliard. On doit le penser dans un espace large, y compris en regardant ce qui se passe du côté suisse, tout simplement parce qu'il y a du pouvoir d'achat, il y a des gens qu'on peut attirer, et des gens qui vont consommer et qui vont permettre à nos commerçants, à nos entreprises de réaliser du chiffre d'affaires et donc de créer de l'emploi. Et tout ça, ça fait de la croissance pour nous. Donc la Suisse doit être considérée comme un futur partenaire, comme un vrai partenaire, et nos politiques publiques doivent aussi être discutées avec eux. Et j'étais récemment à l'UTBM avec mon collègue Frédéric et Barbier, et on avait fait venir à l'UTBM pour une première réunion de travail le président de l'université de Bâle et je crois que c'était le président et le directeur,
pour rencontrer la direction de l'UTBM et commencer à échanger sur des possibilités de coopération, notamment sur les questions qui touchent à l'instrumentation médicale, etc. Tout ça, c'est du développement pour nous. Ça peut être du développement pour nous. Donc voilà pourquoi la parole de la ville de Montbéliard dans le pôle métropolitain est absolument essentielle. Il faut une parole forte si nous voulons tirer l'ensemble du nord de l'agglomération. Et pour cela, il ne faut pas une ville-centre affaiblie. Et la ville-centre, depuis des années maintenant, continue à perdre des habitants. 700 habitants de moins au dernier recensement, et je pense, et j'expliquerai pourquoi, que ça va continuer. On ne peut pas se résoudre à cela. C'est 5000 habitants en 30 ans qui ont été perdus. Et donc, petit à petit, la ville-centre, elle s'affaisse, et son autorité dans l'agglomération et dans le reste du territoire est en train de perdre, en fait, sa dimension. En réalité, il faut se le dire tranquillement, depuis Louis Souvet, il n'y a plus de projet global à l'échelle de la ville, où on pense à la fois développement économique, où on pense culture, où on pense animation, où on pense urbanisme, etc. Il n'y a plus de projet global. Et quand Louis Souvet est parti, on a vu l'affaiblissement. On a vu l'affaiblissement. Moi, je me rappelle des réunions de travail avec Louis Souvet et avec Jean-Marc Becker. Avec Jean-Marc Becker, qui avait une vision de sa ville. C'était d'une richesse incroyable. On n'en est plus là, chers amis. Nous n'en sommes plus là. Et nous avons besoin de reconstruire une pensée globale pour la ville-centre qui s'appuie sur l'ensemble des éléments qui font son attractivité. Et je peux vous dire qu'il y a une très forte attente. Et nous avons... tout se passe en réalité comme si, en fait, les équipes gèrent le stock. C'est-à-dire il y a tout ce qui a été fait dans la période Souvet, quelques-uns ont la nostalgie du réveillon des boulons et bien d'autres choses encore. Et puis, on a hérité du Festival des Mômes, d'un certain nombre de choses, puis on continue à le faire vivre, c'est très bien. Hein, et il n'est pas question, bien évidemment, de le supprimer, au contraire, il faut l'enrichir. Mais il faut imaginer aussi d'autres choses, il faut être capable de se renouveler, sinon, la ville-centre, petit à petit, elle pantoufle, et ça, ce n'est pas une bonne chose. En matière d'urbanisme, c'est la même chose. On était dans une réunion de quartier à la Chiffogne, et les habitants nous disaient, mais on va démolir tous nos immeubles, pour certains d'entre nous, on habite encore dans ces immeubles-là, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. On sait qu'un jour les pelleteuses vont arriver, que nos immeubles vont être rasés, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'on peut penser la ville de cette manière? Très sincèrement, je ne le crois pas. Parce que quand on agit de cette manière, en fait, on crée de l'absence de perspective, du découragement, du pessimisme, et en fait des gens tristes qui sont malheureux, parce qu'ils ont vécu toute leur vie dans un quartier, dans un immeuble. Ils ont tissé des relations sociales. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont retraités. Et on leur dit comme ça, votre immeuble, il va tomber. Ah. Et je vais où, monsieur? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on me propose après? On va réfléchir. On ne peut pas construire la ville de cette manière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, on a besoin de prévoir, de construire, d'imaginer, avant même de donner l'autorisation de démolition. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est quand on démolit, il y a le tampon du maire. Et tant que le maire n'a pas donné son autorisation, il n'y a pas de démolition. Nous devons avoir une attitude beaucoup plus offensive vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des organismes logeurs, vis-à-vis des promoteurs privés. Nous devons être beaucoup plus offensifs. C'est-à-dire, oui, on autorisera la démolition de tel immeuble, mais on travaille avant sur le projet urbain de reconstruction dans le quartier et qui réponde aux besoins et qui va permettre aux habitants de trouver une solution. Et quand on discute avec les habitants de cette manière, qu'on travaille sur le partage de cette connaissance-là, ça se passe bien. Et les habitants, ils ont le sentiment qu'ils comptent, qu'ils ne sont pas des anonymes quelque part dans un quartier populaire, mais qu'ils sont des citoyens à part entière, et que leur avis et que leur avenir y comptent. Et quand vous conduisez de cette manière,
eh bien vous emmenez la ville, vous emmenez les quartiers, vous emmenez la ville, parce que chacun a le sentiment tout simplement d'avoir sa place. Mais c'est vrai aussi pour les habitants de la Petite Hollande. Un jour, on a décidé qu'on allait déconstruire ou démolir les hexagones. Mais il y a plein d'associations qui utilisent les salles de réunion en bas. Ils disent, on va nous mettre où est-ce qu'on va aller? Comment ça va se passer? Eh bien, c'est pas traité. C'est pas traité. On trouvera une solution. On va choisir pour vous. Puis on vous dira ce qu'on fait. C'est pas comme ça. On ne peut plus travailler de cette manière. Et je peux vous dire, dans les discussions que j'ai eues jusqu'à maintenant avec nombre de partenaires, des investisseurs, des promoteurs, etc., des commerçants, des associations, des habitants eux-mêmes, il y a une énorme attente par rapport à ces sujets-là. Une énorme attente. Parce qu'en réalité, pour les investisseurs, pour les promoteurs, il y a beaucoup de confiance en réalité. Ils aiment aussi cette ville. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont du pays de Montbéliard. Ils ont envie de voir la ville-centre progresser, mais à condition d'être accueillis, de travailler de manière partenariale. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Quand ils viennent proposer un projet, ils sont quasiment gênants. Quasiment gênants. Parce qu'ils peuvent bousculer une habitude ou, en fait, le déficit de vision qu'il peut y avoir quant à la ville. On ne peut pas continuer comme cela. On ne peut pas. Moi, c'est un crève-cœur à chaque fois que je regarde les grandes cartes de la Datar, qui parlent d'infrastructures, de voies ferrées, d'autoroutes, d'aéroports, enfin tout ce qu'on veut, et que sur les grandes cartes de la Datar, Belfort existe parfois, Montbéliard, jamais. Et pour les gens de l'extérieur, eh ben, on fait un grand saut entre Mulhouse, Strasbourg, Bâle et Dijon et Besançon. On a l'impression que c'est le désert chez nous. Et tout simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, en réalité, pour que ça change, et ça fait maintenant quelques années que ça dure. Alors, on a des défis à relever. On pourrait dire, ces défis, c'est de l'empêchement, ça va nous embêter. Peut-être que ça va nous contraindre. Mais si on se posait la question autrement, et qu'on se dise finalement, c'est une chance peut-être pour nous. C'est une chance de repenser la ville, de la repenser. Je ne dis pas de tout jeter, ce n'est pas du tout ça. Mais de repenser la ville, son organisation, ses services, ses relations avec les habitants, la place du public, etc. Il faut absolument qu'on le prenne de cette manière. Parce qu'autrement, on sera toujours sur la défensive, alors qu'on a besoin d'avancer. Le premier défi, c'est le réchauffement climatique. On sait tous que de plus en plus, eh bien, on va vivre des périodes très chaudes, souvent insupportables. Voilà, on le sait tous. Et la ville, quand elle est trop minérale, eh bien, elle est vite invivable. Parce que le béton, la pierre, le goudron, la place de la gare, eh bien, tout ça, ça accumule de la chaleur et ça la renvoie. Et quand il fait pendant des jours 35-40 degrés, c'est très vite insupportable. Et quand on a des minots, qu'on va aller faire quelques courses, etc., on ne va pas les emmener dans un endroit où ils vont se faire cuire. Et donc, on a besoin de repenser l'environnement dans la ville. La qualité de nos espaces publics, la présence de bois, de couverts végétaux, mais de grands couverts végétaux, qui génèrent de l'ombre. On a besoin de penser nos revêtements. Énormément de choses, on a besoin de penser la voiture, j'y reviendrai, la place de la voiture. Mais on voit bien que la ville, elle doit s'adapter en réalité à ce qui va arriver. Parce que nous, Montbéliardais, on peut contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, mais pour une grande part, on va être contraint de le vivre. Mais c'est vrai au centre-ville, c'est vrai de la même manière dans les quartiers. Moi, je veux bien qu'on démolisse et puis qu'on fasse des pelouses sur des hectares et des hectares. Mais la question de la végétalisation, en tout cas de la plantation d'arbres dans ces pelouses, elle est posée. Peut-être des vergers, peut-être de la culture maraîchère, etc. Mais il y a des choses à imaginer
pour qu'on pense la ville, on vive la ville de manière différente. Et puis, si ça peut être une contrainte que de replanter, que de repenser nos espaces publics, il faut se dire aussi que c'est du lien social, c'est de la convivialité. Quel est l'endroit au centre-ville où vous pouvez aller avec vos enfants ou vos petits-enfants, vous asseoir à une terrasse et les laisser courir? Quel est l'endroit où vous pouvez faire ça? Cherchez bien. Vous avez trouvé la réponse, ça n'existe pas. Est-ce que c'est une situation normale? Est-ce que c'est une situation normale? Ben non, c'est pas normal. Et quand vous ne pouvez pas aller passer du temps, en fait, être heureux, tout simplement, avec ses enfants, être heureux avec ses voisins, avec son voisin de table qu'on connaît, qu'on a rencontré au travail, etc., avec qui on va échanger, on va boire un pot. Si on a tous besoin de cette convivialité-là. On a tous besoin de sourire. On a tous besoin de se serrer la main ou de se faire la bise. On est fait comme ça. On n'est pas fait pour vivre tout seul. Et donc, penser les espaces de convivialité, eh ben, c'est tout à fait compatible avec penser la lutte contre le réchauffement climatique et penser la ville de manière différente au plan environnemental. Mais ça vaut pour le centre-ville, ça vaut pour la Petite Hollande, ça vaut pour la Chiffogne. À condition qu'on ne plaque pas des solutions dans chaque quartier en se disant, ben voilà la réponse, elle vaut pour tout le monde, circuler, il n'y a plus rien à voir. Non, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est avec les habitants qu'on construit tout cela. Et ce n'est pas du temps de perdu. Et ce n'est pas du temps de perdu. Parce que le temps qu'on passe à la concertation, à la co-construction de solutions, eh ben c'est du temps qu'on ne passe pas à résoudre les conflits. Parce que c'est ça la réalité. Quand vous imposez les choses, vous créez du conflit. Et après, vous êtes dans une logique de auto-justification de la décision que vous avez prise. Tout ça pour, au final, parfois, reculer sur un projet qui tout simplement aura été imaginé de manière complètement hors sol. Et bien tout ça, c'est du gaspillage de temps, c'est du gaspillage d'argent. Donc il faut repenser l'urbain, il faut repenser la relation avec nos habitants. Et si on veut faire une vraie ville plaisir, une ville apaisée, eh bien on doit aussi ouvrir d'autres espaces, et notamment les espaces pour le vélo, pour les piétons. Vous savez, la question des mobilités, elle est absolument centrale. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans les années qui viennent. Mais là aussi, il faudra qu'on soit capable de nous adapter, même pas de nous adapter, mais d'anticiper ces évolutions-là, de les anticiper. Comment les gens vont se déplacer dans les années qui viennent? C'est un vrai sujet, ça. Ben, on peut peut-être aussi donner des pistes. Mais tant qu'on n'a pas travaillé sur les infrastructures qui permettent cette évolution, eh ben, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Et quand on a peur de monter sur son vélo parce qu'on est brasé par les voitures, parce qu'on arrive à un bout de piste cyclable, il n'y a pas de solution, eh bien, on n'est pas encouragé à le prendre. On n'est pas encouragé. Donc, il faut travailler ces sujets avec audace, mais encore une fois, en parlant avec nos concitoyens. Vous savez, il y a encore récemment, je discutais avec un buraliste, et il me disait, Denis, fais gaffe, sur les voitures, tout ça, il ne faut pas tuer le commerce. Il me dit, on ne va surtout pas tuer le commerce. Il ne s'agit pas de traiter ce sujet-là. Enfin, d'avoir ceci comme objectif, ça serait ridicule. Enfin, on veut tous de l'emploi, on veut tous de l'attractivité, ça passe par des commerçants nombreux et qui servent des prestations de qualité. Et pour que la ville soit attractive, il faut des commerçants, et il en faut encore beaucoup plus. Et il faudra vraisemblablement aussi une, deux, trois grandes enseignes, de grandes marques, qui tirent après l'ensemble. Jean-Claude Tirelli nous a emmenés il y a quelque temps avec son épouse à l'Aurac. Il dit, venez voir. Alors on a fait 2 voitures, 3 voitures, puis on est allé passer la journée à l'Aurac. C'est très intéressant d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et il y a un dynamisme commercial dans un endroit où il n'y a pas de voiture. Quand je dis il n'y a pas de voiture, ce n'est pas tout à fait juste. En fait, les voitures, elles sont toutes près, elles ne sont pas très loin. Sauf qu'on a trouvé des espaces autour du centre-ville, et on a créé les cheminements et tout ça qui vont bien, qui fait qu'à un moment donné, ce n'est plus un problème d'être à pied dans le centre-ville, puisqu'on a accès facilement
à son véhicule et qu'on peut quitter en fait la ville de manière aisée. Donc on a un problème avec la place de la voiture et un monsieur m'écrivait hier ou avant-hier, je ne sais plus, et il me disait « Après le marché de Noël, le cœur de ville cesse de battre. Vivement le prochain Noël. » Et il me disait son ennui de passer des mois et des mois, en fait, entre deux périodes où on a une place qui vit, une place qui est chaleureuse, une place où on a du bonheur, aller retrouver des amis, des collègues de travail, aller boire un verre ensemble, voilà, aller manger un morceau de foie gras ou de la cancoyote chez Fabrice Piguet, etc. On est heureux de cela. Mais une fois que le marché s'en va, on est un peu en deuil quand même. Et la place, elle retrouve cette apparence qu'elle a toujours, en fait, pendant 11 mois et demi de l'année, quasiment. Est-ce que c'est la ville dont on rêve? Est-ce que c'est la ville dont on rêve? Alors qu'on a un patrimoine qui est absolument extraordinaire, le Temple Saint-Martin, la mairie, le musée, la Banque de France, même s'il n'y a plus le service de la Banque de France, mais le bâtiment est absolument majestueux, enfin, des atouts considérables, un espace de grande qualité, et en fait, on n'en fait pas grand-chose. Ensuite, je ne suis pas en train de vous dire, si nous sommes élus, au mois d'avril, on ferme la place. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Par contre, qu'on ait un vrai débat avec les acteurs du centre-ville sur ce sujet-là, et qu'on peut-être discute du caractère attracteur pour l'ensemble du centre-ville, de l'aménagement d'une telle place, de la qualité paysagère d'une telle place, moi je suis persuadé qu'on est entouré, vous savez, de gens intelligents. Tout le monde comprend, fait des propositions, etc., à condition, encore une fois, de prendre le temps de la co-élaboration, de la co-réflexion. Et c'est comme ça, je crois, qu'on trouve les bonnes solutions. Et puis, moi, vous savez, j'ai toujours été particulièrement sensible aux questions écologiques. Je parle sous le contrôle de Claude Weber, mon ancien directeur des services techniques, il y a quelques années. Et quand on a fait le parc des Jonchets, avec Jean-Marc Becker d'ailleurs, on l'avait fait. On a restauré complètement un marais. On l'a remis en vie. On n'était pas nombreux à faire ça à l'époque. Quand on a fait du traitement alternatif des eaux pluviales, on nous regardait tous avec des grands yeux comme ça, ils disaient mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En fait, on créait un espace tampon pour empêcher d'envoyer l'eau à la Lisenne et d'augmenter la crue sur Montbéliard. Tout ça, on l'a fait par le passé. Je me rappelle les discussions qu'on a eues sur le sujet. Donc je suis passionné par ces sujets-là et je suis persuadé que la qualité de nos espaces, la qualité de notre environnement est un attracteur extraordinaire. Ceci dit, il faut qu'on travaille là aussi ensemble et je ne suis pas pour une... comment je dirais? Il faut qu'on se fixe des objectifs ambitieux, mais je ne suis pas pour une écologie de la contrainte, en tout cas de la punition. Parce que c'est bon pour la planète, j'ai décidé que vous allez faire comme ça. Eh bien ça ne marche pas non plus. Parce qu'on ne crée que du désaccord, que de la rébellion, etc. Par contre, quand on a travaillé sur ce qui est nécessaire de faire, qu'on a été capable de faire le diagnostic partagé, eh bien on est capable de prendre des décisions intelligentes, collectivement, et de les porter, d'en porter ensemble la responsabilité, et d'être heureux de pouvoir le faire. Vous voyez ? Il faut donc construire, il faut aussi créer du lien entre le Pré-la-Rose et le centre-ville. Vous avez dit, pourquoi il parle de ça? Je reparle toujours de Jean-Marc Becker, parce que c'était un compagnon de route. On s'est vu souvent, on a discuté souvent, on échangeait des livres. Le dernier livre, c'était un livre de la philosophe Simone Veil, pas la députée européenne, etc., sur la fin des partis politiques. Je ne sais pas si c'était annonciateur de quelque chose, mais en tout cas, c'est le dernier livre qu'on avait échangé. Et Jean-Marc Becker, il a une idée géniale avec le Pré-la-Rose. Enfin, personne ne pense qu'il faudra enlever le Pré-la-Rose aujourd'hui. Il fait partie de l'ADN de Montbéliard, voire du pays de Montbéliard. Il a cependant un immense défaut. C'est quand vous êtes au Pré-la-Rose, puis que vous avez garé votre voiture, quand vous reprenez votre voiture, vous n'allez pas au centre-ville.
vous repartez chez vous ou ailleurs. Alors qu'il y a des centaines, voire des milliers de gens qui sont là, qui passent des heures et des heures auprès de la rose, dans un espace de très très grande qualité, et qui quelque part échappent au centre-ville, échappent aux commerçants. Et donc ne génèrent pas de business, pas d'affaires, pas d'emploi, pas de prospérité. Je pense que recréer des liens ludiques, agréables, qui donnent envie entre le Pré-la-Rose et le centre-ville est facteur de développement pour le centre-ville, à condition de penser les aménagements avec intelligence. Il y a eu à un moment donné en débat la question d'une passerelle. Ben, il faut la remettre en débat. Il faut la remettre en débat. On est capable de faire une passerelle sur le canal, ou sur le Doubs, je ne sais plus, à Lougre, de mettre quelques gros billets sur le sujet. C'est combien, Virginie? 2 millions? 2 millions. C'est important, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. Mais très sincèrement, on aurait un projet de cette nature à Montbéliard, y compris cofinancé par l'agglomération. Je pense qu'on aurait bien travaillé si on avançait sur un sujet comme celui-là. Mais que ce soit, vous voyez, un endroit sympa. L'endroit où, quand on est au Pré-la-Rose, on a envie de marcher sur l'eau et d'aller au centre-ville. Et puis que l'accueil au centre-ville soit aussi sympa, qu'on arrive sur un quartier qui a été aménagé. Et qu'on a envie non seulement d'y aller, mais qu'on a envie d'y rester. Et comme on est heureux, qu'on est bien dans sa tête, et puis que les gamins ils sont contents aussi, ben, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh ben, on sort son porte-monnaie, puis on achète un truc. Voilà, c'est comme ça que ça finit. Quand vous avez le sourire, vous avez le moral, eh bien, vous en faites profiter les autres. C'est comme ça que ça se passe. Et puis pourquoi ne pas utiliser des navettes, par exemple, entre nos différents parkings, si on les organise bien, et pour permettre à celles et ceux qui viennent de garer leur voiture, ben, de pouvoir aller au centre-ville aussi de manière agréable. Je discutais avec François, il y a des coopérations intéressantes qui pourraient être mises en place avec l'UTBM sur le véhicule électrique, la voiture à hydrogène et tout ça. On pourrait y compris être dans les mobilités urbaines, être un terrain aussi d'expérimentation. C'est-à-dire à la fois qui sait faire vivre la tradition, le patrimoine, notre ville, notre richesse commune, et qui en même temps est tourné vers l'avenir et être capable de se montrer en réalité en exemple. On a besoin aussi d'élargir notre centre-ville. Moi, il y a quelques jours, tranquillement, je suis parti de la gare, je suis allé jusqu'à la pharmacie de la Poste, tranquillement en marchant. Je suis revenu, j'ai regardé ma montre, j'ai mis 20 minutes. Montre en main, faites l'essai. Bon, j'aurais pu faire un détour par la rue Clémenceau et puis revenir. On aura ajouté, allez, 10 minutes. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour maintenir le client à l'intérieur du centre-ville? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Quand j'étais haut comme ça, et que j'allais draguer les jeunes filles qui étaient au collège avec moi, on allait à Montbéliard et on faisait le même parcours. On faisait le même parcours. Pas grand-chose de nouveau s'est passé depuis hier. Pas grand-chose. Ah, les anciennes, elles ont bougé, certaines ont disparu, d'autres sont arrivées, etc. OK. Mais la physionomie même de notre centre-ville, elle n'a pas changé. Peut-être même qu'elle s'est affaiblie, parce qu'à l'époque, à la rue de Belfort, il y avait plus de choses qu'il y en a aujourd'hui. Mais si on pensait notre centre-ville dans un espace plus large, la rue de Belfort, le faubourg de Besançon, depuis chez Babette, il n'y a pas moyen de faire quelques aménagements urbains qui dessinent déjà, qui disent qu'on arrive dans la ville, qui dessinent un paysage différent. On n'est plus sur une voirie, voilà, où on roule, on s'arrête au feu puis on redémarre. On est dans un espace particulier. Des aménagements comme ça, c'est possible de les faire, de les penser, de repenser le parking, de penser la place du vélo, des piétons, etc. C'est possible aussi à la rue de Belfort. Mais la rue de Belfort, il faut aussi créer des attracteurs. Quand on fait la proposition de créer un marché couvert dans l'ancienne sous-préfecture, ce n'est pas par hasard.
Parce que le bâtiment, c'est 1400 ou 1500 mètres carrés, je ne sais plus trop. 1400 mètres carrés, on peut déjà faire 2-3 choses. Hein. Et surtout que le bâtiment est absolument remarquable et qu'on peut faire vraiment quelque chose de très malin à l'intérieur. Mais le marché couvert à la sous-préfecture, c'est aussi le signal pour développer la rue de Belfort. Et puis quand on a développé la rue de Belfort, on contourne, on arrive sur la rue de la Schliffe et on retourne ensuite sur la rue piétonne. Mais la rue de Belfort, on en a besoin. C'est une des rues les plus belles de Montbéliard. C'est une des plus belles rues. Moi, j'adore aller m'y promener. J'y découvre toujours quelque chose de nouveau. Travaillons sur des sujets comme ceux-là. Travaillons nos entrées de ville, côté des Halles, côté Velotte, côté rue de Belfort, y compris du côté du cinéma. Que quand on vient de l'extérieur et qu'on arrive au centre-ville, on n'arrive pas dans un endroit ordinaire. On arrive au centre-ville de Montbéliard. C'est pas pareil. On ne vient pas comme ça dans un espace complètement banalisé. Non, on arrive à un endroit qui est particulier, où on va trouver des services particuliers, on va trouver des plaisirs particuliers. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à le travailler. Mais vous voyez, si on n'a pas une vision globale de ce qu'on veut faire sur la ville, eh bien, quand on pense nos investissements, eh bien, on agit au coup par coup. On fait des trucs. Alors, des fois, c'est bien, hein, mais des fois, pas forcément heureux. Alors que quand on a un projet global, qu'on sait exactement où on veut emmener la ville, eh bien, tous les choix d'investissement, ils sont cohérents avec le projet global. Et au final, au bout de 5 ans, 10 ans, ben, on se dit, oui, la ville, on l'a transformée. Parce qu'il ne s'agit pas de tout faire en même temps. J'y reviendrai tout à l'heure. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Mais, voyez la logique. Tant qu'on n'a pas imaginé ce que pourrait être la ville, commencer à travailler, à discuter avec les habitants, parce qu'il y a un vrai niveau d'expertise chez les habitants. Il y a un vrai niveau d'expertise. Ils vivent là tous les jours. Ils savent ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Tout ça, ils le savent. Eh bien, c'est vrai pour les habitants, c'est vrai pour les commerçants. C'est leur lieu de travail, c'est leur lieu de vie. Souvent, ils y passent plus de temps qu'ils n'en passent à la maison. Donc, ils connaissent les choses. Il y a un savoir qui est considérable. Ben, tout ça, il faut le capitaliser. Et pas le capitaliser dans une logique d'affrontement, mais dans une logique de construction d'un avenir meilleur, d'un avenir collectif pour tout à chacun. Vous voyez, on a besoin de penser la ville différemment. Et on a besoin de le faire ensemble. Et on a besoin d'instances permanentes de consultation et d'élaboration collective. Je proposerais qu'il y ait, ça peut évoluer, ça peut être 5 ou 7, qu'il y ait 6 conseils de quartier qui soient organisés dans la ville. Que ces 6 conseils de quartier, ils se fixent un certain nombre d'objectifs. Qualité des espaces publics, isolation des bâtiments, les problèmes scolaires, etc., etc. Ils se fixent un certain nombre d'objectifs, 2, 3, 4, en imaginant, en se disant, on devient un écoquartier, notre quartier, là où on vit, là où on va intervenir, ben on en fait un écoquartier dans 6 ans. En tout cas, on jette les bases pour construire un écoquartier dans 6 ans. Et on travaille ensemble avec les élus, avec le support technique de la mairie, pour construire des solutions, faire des propositions, etc. Et je suis pour que les conseils de quartier, ils aient un budget qui leur soit attribué. Vous savez, quand nous, on a besoin d'aller à l'Aurac, sous l'impulsion de Jean-Claude, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que ça nous enrichit, ça nous ouvre les yeux sur plein de choses. Et on se dit, si c'est possible, à 1 heure de route d'ici, peut-être qu'il y a des choses possibles chez nous aussi. En plus, d'un point de vue culturel, on n'est quand même pas très éloigné, en réalité. Donc, il faut que les conseils de quartier puissent aussi sortir des murs, qu'ils puissent sortir des murs, qu'ils puissent aller voir ailleurs, qu'ils puissent se confronter, partager des expériences. Et ces conseils de quartier nous proposeront que tous les ans, avant les congés, qu'on organise une grande conférence où on les réunit tous, et où ensemble on parle du quartier et on parle de la ville. C'est-à-dire on partage une ambition entière pour la ville.
Et puis pourquoi pas finir par un pique-nique où tous les Montbéliardais sont invités. Et l'idée, c'est que chaque conseil de quartier, tous les ans, accueille les autres conseils de quartier. Vous voyez, tout ça, c'est du vivre ensemble. Tout ça, c'est du vivre ensemble. Moi, j'ai envie que le conseil de quartier du centre-ville, eh ben, il a passé une matinée avec le conseil de quartier de la Petite Hollande ou de la Chiffonne et de la Citadelle. Et puis qu'ensemble, ils discutent des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, la façon dont ils les ont résolues, etc. Pourquoi ? Ben parce que quand le centre-ville, vous avez un problème, vous dites, ça se trouve, c'est des jeunes de la Petite Hollande qui sont venus. Ben pourquoi on n'en parlerait pas ensemble ? Pourquoi on n'en parlerait pas ensemble ? Plutôt que de considérer, parfois, que finalement, chacun fait sa vie. Eh bien non. Parce qu'on a tous des destins liés, et la ville, quand un des grands quartiers de la ville s'affaiblit, c'est toute la ville qui s'affaiblit. Et donc, on a besoin de partager. Qu'on soit propriétaire, locataire, le sujet n'est pas là. Qu'on soit propriétaire, locataire, on a envie tout simplement d'être heureux. C'est bête de dire ça. On a envie d'être heureux. On n'a pas forcément les mêmes moyens pour vivre, mais on a envie d'être heureux. Et donc, il faut que les gens ils se parlent pour ça. Donc on mettra, je le dis, on mettra le paquet sur ces sujets-là. Ça me paraît absolument essentiel. Et puis on a besoin de diversifier notre développement. L'industrie, c'est... Enfin, s'il y en a un qui est profondément attaché aux questions industrielles, à l'avenir de l'industrie, c'est bien moi, d'une part parce que j'y ai travaillé de nombreuses années, parce que j'ai repris quelques études et que je sais l'importance de l'industrie pour un territoire comme le nôtre. Quand l'industrie se développe, il y a des services autour, et en fait, tout le monde en tire aussi bénéfice. Quand l'industrie devient trop faible, eh bien, ça tire tout le monde vers le bas aussi. Voilà. Donc, ceci dit, faire le seul pari de l'industrie, à mon avis, serait une grave erreur. Et la question du tourisme, elle est absolument essentielle, pour deux raisons. La première, c'est que si on se dit on veut véritablement faire du développement touristique, eh bien, on ne va pas regarder notre ville simplement de manière égocentrée. On va se dire comment on pense notre ville pour accueillir ceux qui viennent de Belgique, de Hollande, etc. Les cyclistes, c'est 70 000 cyclistes sur la véloroute tous les ans. 70 000 cyclistes. Qu'est-ce qu'on fait pour les capter ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'à un moment donné, ils posent le vélo ou qu'ils continuent de pédaler jusque vers le centre-ville ? Il faut peut-être qu'on s'interroge sur des sujets comme ça. Enfin, on a des gens qui passent à côté de chez nous, quand ils sont polis, ils nous font signe, mais la plupart du temps, ils ne nous voient pas. Et le pire, si vous utilisez un peu l'Eurovéloroute, allez à Baume-les-Dames, le café qui est à côté vous verrez la terrasse, les beaux jours, et vous verrez, la terrasse, elle est blindée, des Suisses, des Allemands, des Hollandais. Donc quand ils sont là-bas, c'est qu'ils sont passés par chez nous. Est-ce qu'à un moment donné, on ne trouve pas le moyen de leur dire, venez regarder chez nous comme c'est bien. Et pour ça, il faut être capable de les accueillir, d'offrir du service, etc. Puis peut-être qu'il faut travailler sur un camping. Et puis que le camping, on ne le met pas forcément au bout des champs, je ne sais où. Mais peut-être que le camping, il est peut-être sur le centre-ville. Moi, je vois des beaux terrains, moi, l'ancien AFPA, le terrain Materne, je crois. Oui, Materne. Il y a des beaux terrains, il y a des choses intéressantes à faire. Je ne dis pas c'est ça qu'il faut faire à tel endroit, c'est pas ça que je veux dire. Mais au moins qu'on ait la réflexion sur tout ça. Qu'on ait la réflexion. Et puis qu'on regarde quels sont les Montbéliardais qui peuvent avoir des idées sur le sujet. Puis qu'on les écoute. Et puis qu'on prenne le temps de construire avec eux, de travailler avec eux. Vous voyez, la question touristique, moi j'en suis persuadé, elle est absolument centrale pour notre développement. C'est de l'économie résidentielle. Quand vous êtes salarié dans le commerce, ce n'est pas des emplois délocalisables, c'est des emplois qui seront toujours chez nous et qui tiennent en fait au dynamisme de la ville. Ouvrir la ville aux autres, ça nous oblige à regarder notre ville de manière différente. Si j'ai des invités samedi soir, si ça fait 3 jours que je n'ai pas passé l'aspirateur, ce qui peut m'arriver, je passe l'aspirateur avant de recevoir mes invités. Voilà. Je
je passe l'aspirateur. Parce que je veux que quand mes invités ils arrivent, que ce soit propre, que ce soit accueillant, etc. Ben, la ville est pareille. Quand vous pensez les touristes qui vont venir dans nos hôtels, dans nos restaurants, etc., ben, vous pensez la ville de manière différente. Puisque vous regardez au-delà de la limite de la ville. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on le prenne véritablement en compte, d'autant qu'on a un patrimoine qui est extraordinaire. Enfin, le château. Château. Ben, toutes les villes n'ont pas un château comme le nôtre. On finit par plus le voir. Enfin, il est extraordinaire, ce château. Là, il va y avoir une opportunité quelque part, parce qu'il y a le nouveau conservatoire qui va se construire. Donc, il faut qu'on en fasse. Il faut travailler maintenant sur le projet. Alors, on dit on va financer les études. Très bien. Mais si on finançait l'écoute des Montbéliardais, si on se disait on va consacrer quelques moyens pour prendre du temps avec les Montbéliardais pour construire un projet. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un avis extérieur qui nous accompagne. Mais on a besoin que les Montbéliardais ils se l'approprient, et pas seulement les Montbéliardais du centre-ville, mais de tous les quartiers. Moi, je pense que l'ouverture pour nos gamins, au-delà de l'enseignement scolaire classique, c'est l'ouverture aux arts, à la peinture, la sculpture, la lecture, l'écriture, la musique, etc. Je suis persuadé qu'il faut largement encourager nos gamins à pratiquer, à découvrir. Parce que quand on fait ce genre de travail, nos gamins, ils gagnent en ouverture, ils gagnent en conscience, en confiance pour eux-mêmes, en eux-mêmes. Mais aussi, ils pensent leur relation avec les autres gamins de manière complètement différente. Quand je vois des gamins du quartier qui vont dans l'orchestre du quartier, l'orchestre des quartiers à l'initiative du conservatoire, des gamins qui n'ont jamais vu un instrument de leur vie, en tout cas à la télé, ou voilà. Et qu'à un moment donné, ben, ils s'essayent au violoncelle. Et que petit à petit, ils utilisent l'instrument. Et puis que petit à petit, ils sont avec d'autres gamins, parce qu'ils vont jouer en orchestre. C'est magnifique de les voir. Des gamins, des fois un peu brouillons, ben, ont une attitude complètement différente. Ils portent leur instrument. Ils regardent leurs collègues. Et il y a une relation particulière qui se crée. Et bien pourquoi dans le château, si on veut qu'il y ait une appropriation des Montbéliardais, pourquoi dans le château, on n'aurait pas un lieu de valorisation de la création enfantine? De tout ce qui peut se faire dans les écoles, dans les MJC, dans les centres sociaux, toutes ces activités-là. Et qu'à un moment donné, les enfants, les familles se retrouvent régulièrement pour de belles expos, pour des beaux moments d'échange. Puis c'est pas rien pour les gamins. C'est nos petites princesses, nos petits princes dans la cité des princes. C'est nos gamins. Qu'on les ait conçus ou qu'on les ait pas conçus, c'est nos gamins. Quand un gamin est malheureux, vous éprouvez de la peine, même si ce n'est pas le vôtre. C'est nos gamins. Et quand les gamins se retrouvent ensemble, avec les parents, avec des spectateurs, avec des visiteurs, et qui viennent montrer ce qu'ils ont été capables de faire, le rapport aux autres, il est différent. Et en plus dans un château. Et en plus dans un château. Vous n'avez pas tous eu ce genre de cadeau, hein. Mais si on pouvait monter, vous voyez, un projet de cette nature, ça serait absolument passionnant. Travailler sur l'offre culturelle. Moi, je suis allé à l'atelier des Baules, au moment du festival Baby Blues. Super atelier des Baules, plein de bénévoles qui travaillent là, qui se dévouent, qui font vivre la salle, etc. Mais j'en rêve d'avoir un festival de blues où on retrouve des bluesman dans le café, en acoustique, sur un kiosque à musique. Il faudra qu'on construise des kiosques à musique sur nos places. Les lieux où les bluesman pourront peut-être venir au moment du festival, mais ça, il faudra travailler avec l'atelier. Mais peut-être aussi les musiciens du conservatoire. Quand on est allé à l'Orac, je parle sous votre contrôle, Jean-Claude, les musiciens du conservatoire à l'Orac, ben, ils descendent dans la rue le samedi. Pas tous les samedis, mais ils descendent dans la rue, puis ils font des mini-concerts dans la rue. Ben, ça crée une ambiance. Déjà pour les gosses, c'est vachement valorisant. Mais ça crée une ambiance vraiment toute particulière. Voilà,
Et puis, il faut donner de l'espace. Il faut donner de l'espace. Quand je dis donner de l'espace, c'est s'appuyer sur les talents. Moi, je suis pour la création d'un festival des talents à Montbéliard. Quand je rencontre des jeunes, des musiciens, qui font de la musique, voilà, la musique moderne, la musique de nos jours, la musique actuelle, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet. Sauf que cette qualité, c'est un vrai travail. Et ces jeunes-là, eh bien, on les appelle à Nancy. Ils vont faire des concerts à Nancy, ils vont à Strasbourg, enfin voilà, à Metz. Ils se baladent. On les accueille, ils peuvent s'exprimer. Et quand ils proposent d'organiser eux-mêmes, parce qu'en plus ils ont 4 sous, qu'ils proposent d'organiser eux-mêmes un festival, à Montbéliard, on ne leur répond même pas. On ne leur répond même pas. Ils viennent avec un projet super bien ficelé, etc. Ils disent, on vous amène ça, c'est un projet clé en main. On ne les écoute pas. On ne prend pas en compte. Enfin, c'est quand même... Vous imaginez ces jeunes-là qui se sont investis, qui ont passé des heures, souvent qui travaillent, qui gèrent une boutique ou qui font encore autre chose, ça se fait en plus de son travail. Ils montent un truc, et circuler, il n'y a rien à voir. Mais comment voulez-vous faire une ville heureuse, fraternelle, joyeuse, si vous agissez de cette manière? Ce n'est pas possible. Donc faisons aussi confiance aux acteurs qui viennent, parce que les acteurs, c'est souvent des créateurs, qui viennent proposer des solutions, et mettons-les en œuvre avec eux. Quand je vois des commerçants qui proposent la fête de la saucisse, une course cycliste, ou je ne sais quoi encore, pourquoi ils le font? Ce n'est pas parce qu'ils ont considéré que dans leur petit bistrot, leur petit restaurant, ça allait leur faire du bien. C'est parce qu'ils ont une idée des animations qui pourraient être réalisées à l'échelle de la ville et qui seraient de nature à attirer du monde, des initiatives originales. Voilà. Au moins qu'on les écoute, qu'on prenne du temps. Puis peut-être que la proposition, il faut l'enrichir avec peut-être autre chose. Mais travaillons-les. Faisons confiance aux acteurs. Faisons-leur confiance. Sinon, vous tuez toute initiative. Alors, il y a aussi des choses moins marrantes à traiter. Vivre heureux dans une ville, c'est aussi vivre en sécurité. On ne peut pas avoir la vie empoisonnée par toutes sortes d'attitudes, de comportements qui nuisent en fait à la qualité de vie de tous. Donc il faut se préoccuper du sujet, vraiment. Après, il ne faut pas se payer de mots. Hein. Il y a des choses toutes simples, me semble-t-il, à faire. La première, c'est qu'il faut faire coopérer nos polices municipales. Pourquoi? Parce que quand vous avez les gosses d'une ville voisine qui viennent faire le cirque dans Montbéliard, et inversement, qui connaît les jeunes qui viennent de l'extérieur? À part la police municipale de la ville d'origine. Personne. Donc il faut faire coopérer nos polices municipales à travers un système d'information qui échange des infos entre polices et qui permettent de coordonner en réalité le travail. Et puis à terme, moi je pense que nos polices municipales, il faut les mutualiser. Parce que quand vous avez une police municipale, que vous avez 2 ou 3 policiers municipaux, quand ils ont fait les entrées scolaires, les sorties scolaires, etc., ils ont déjà bouffé un gros tiers du temps. Ça veut dire qu'ils ne travaillent jamais en soirée et qu'ils ne travaillent jamais le week-end. Et c'est cependant à ce moment-là qu'on a le plus de difficultés. Si on avait une police municipale de 20, 30, 40 policiers municipaux, vous organisez le travail sur toute la semaine, week-end compris, soirée comprise, vous le coordonnez aussi avec ce travail avec la police nationale ou avec la gendarmerie quand c'est une zone gendarmerie, et vous organisez le boulot, y compris organiser des patrouilles communes, etc. On peut le faire, cela. On peut le faire. Mais plutôt que d'être dans une logique d'enfermement dans sa commune, comme si rien n'existait autour, travaillons ensemble. Enfin, tout le monde bouge dans cette agglomération. On est scolarisé dans la ville d'à côté, on
on va faire ses courses dans une autre ville, etc. Tout le monde bouge. Mais les fauteurs de troubles, ils bougent aussi. Si on ne s'organise pas, on ne trouvera pas, je pense, les bonnes solutions. Il y a certainement à travailler sur l'évaluation de notre système de surveillance et à l'ajuster, voire à réinvestir si c'est nécessaire. Et puis, il y a une chose qui me tient énormément à cœur, c'est la question des jeunes ados. Parce que quand un gamin commet des grosses bêtises, parfois ça peut être terrible pour lui, parce qu'il rentre dans un cycle qui peut être vraiment compliqué, et qui peut le marquer en réalité, l'handicaper toute sa vie, et y compris handicaper toute sa famille. Et donc ces gamins-là, il faut s'en préoccuper. Convocation à la mairie, systématiquement, on ne laisse rien passer. Et après, une fois qu'on a convoqué, on a des programmes comme le programme de réussite éducative, par exemple, qui permet d'accompagner et le gamin et la famille dans la durée. Ben ça, il faut le faire. Travailler avec l'éducation spécialisée pour qu'on suive les gamins aussi dans la durée. Dire quand un gamin est en train de déconner, passez-moi l'expression, mais c'est un échec pour tout le monde. C'est un échec pour tout le monde, bien sûr pour le gamin lui-même. Donc il faut prendre ça en charge. Il faut être à la fois rigoureux et en même temps se dire que rien n'est désespéré et qu'un gamin il peut s'en sortir à condition qu'on l'accompagne. Et souvent qu'on aide ses parents parce qu'ils sont souvent désemparés. Et il faut mettre le paquet sur l'éducation. Voilà, école numérique, tableau numérique interactif dans toutes les classes, etc. Il y a des villes pauvres à côté qui ont équipé toutes leurs salles de classe de cette manière. Une ville comme Montbéliard, elle peut le faire aussi, à condition qu'elle se le fixe comme une priorité. En plus, il y a des financements pour pouvoir le faire. Développement des pratiques artistiques, essentiel. Il faut que nos artistes ils puissent rentrer massivement dans les écoles, travailler avec les gamins, faciliter la création. Le Festival des Mômes, pourquoi ne pas en faire aussi le Festival des Mômes et de la création enfantine, pour valoriser ce dont je parlais tout à l'heure, toutes les activités des gamins. Il y a un point sur lequel je voulais prendre une minute, c'est la question des collèges. On a eu un conflit, enfin il y a un conflit à Loup-Blazer qui semble être résolu, puisqu'il y a des préfabriqués qui vont être installés à Loup-Blazer, ce qui va éviter que des gamins soient obligés d'aller à Vougeaucourt. Très bien, ce que les familles souhaitent, les enseignants souhaitent, ok. Sauf que, quand le collège de Betoncourt, le nouveau collège de Betoncourt sera réalisé, en réalité, on ne va pas résoudre le problème. Parce que quand vous regardez l'agence, le rapport qui a été fait par l'agence d'urbanisme, Guilmer est en sureffectif durable, Sochaux est en sureffectif durable, Loup-Blazer en sureffectif durable, Étup dans la même situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait Betoncourt, on ne va pas résoudre en réalité nos problèmes. Et les plus 120 ou plus 130 qu'on a à Sochaux ou ailleurs, eh bien on les aura toujours de la même manière. On a besoin d'un collège supplémentaire dans le pays de Montbéliard. C'est un vieux sujet. Moi, je me rappelle, on se parle franchement, hein, avec Claude Jeannereau, à l'époque, on a eu quelques discussions sur le sujet, je le dis. Et la proposition que j'avais faite à l'époque, c'est qu'on ait un collège à Montbéliard, un nouveau collège à Montbéliard, sur le secteur du triangle du Congo. Pourquoi cet espace-là? Parce qu'en réalité, le triangle du Congo, vous voyez où c'est? C'est où il y a le CE Peugeot, où il y a tout ça. Eh bien, en réalité, on peut avoir des gamins de Montbéliard, des gamins de Betoncourt, des gamins de Grand-Charmont, des gamins de Sochaux, des gamins de la Petite Hollande, en fait, ça. On peut avoir des gamins de partout, dans un collège 300 ou 400, là on est à peu près sur le besoin. Et on a des collèges qui privilégient le sport, voilà. Et je me dis, autour de la culture scientifique et technique, il y a certainement quelque chose à faire. Parce qu'on aura de plus en plus d'emplois qui vont changer, qui vont évoluer dans nos entreprises, Sochaux 2022, etc. Mais toutes les entreprises sont touchées par ça. Et donc, aider les gamins, accompagner les gamins, leur faire connaître qu'ils s'approprient un certain niveau de culture scientifique et technique, je pense que c'est absolument essentiel, pas à partir de la 6e.
Mais à partir de la 4e, la 3e, dans le cadre de partenariats avec l'UTBM, par exemple, l'école d'ingénieurs ou les laboratoires de la fac, eh bien on pourrait faire des choses vraiment très intéressantes. Je peux vous assurer que si vous faites l'honneur que notre équipe soit élue, ça ne mettra pas 15 ans pour se faire, le collège sur le triangle du Congo. Ça ne mettra pas 15 ans. Parce qu'on va se battre pour l'avoir, et je pense qu'on sera écouté. J'ai vu la presse aujourd'hui, comme vous tous, et j'ai vu que la présidente disait peut-être qu'il faut réfléchir. C'est tout réfléchi, quand on regarde les études, c'est clair. Simplement, il ne faut pas refaire n'importe quoi. On a un espace là qui est super intéressant, qui est très central, qui peut capter des gamins qui viennent de partout, ce qui permettra d'alléger les effectifs ailleurs. Et puis, encore une fois, on donne à ce collège une tonalité, une culture, une identité particulière. Ça, il faut absolument qu'on arrive à le faire. Un petit mot pour Virginie. Virginie s'est trouvée en charge au département de la question de la sectorisation. Et maintenant, donc on lui a dit d'abord, la solution c'est ça, c'est le transfert des gamins vers la Petite Hollande, de la Petite Hollande vers Bougeaucourt. Il faut tenir bon. C'est comme ça que ça doit se passer, on n'a pas d'autre solution. Virginie disant, attention, il y a des problèmes, les parents ne sont pas d'accord, les enseignants vont dire leur désaccord aussi. Ça serait peut-être bien qu'on passe un peu de temps. C'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Pour preuve d'ailleurs, la majorité vote le projet. Et maintenant, c'est la faute à Virginie. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste inacceptable. Virginie, elle a fait ce qu'il fallait, elle a été loyale, elle n'a pas dit publiquement ce qu'elle pensait, mais elle l'a dit en interne. Et aujourd'hui, on veut lui faire porter le chapeau? Non, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Y compris que la présidence du département ne soit pas solidaire de sa vice-présidente, alors que la présidente a fait elle-même la commande politique, c'est quand même un peu fort de café. Ça s'appelle de la désertion, en race campagne. Alors ceci dit, il y a un compromis qui a été trouvé, tant mieux, hein. On ne va pas... voilà. Mais on sait bien que ce n'est pas durable et qu'il va falloir faire autre chose. Sur les questions d'emploi, de formation, on va avoir de vrais sujets dans les années qui viennent, avec notamment Sochaux 2022, il y aura moins d'intérimaires. Voilà, il y a des vraies questions qui vont nous être posées. Mais on souffre quand même, dans notre territoire comme partout en France, hein, d'une vraie difficulté en termes de niveau de qualification. En tout cas, d'offres d'emploi et de qualifications qui correspondent. Pour ça, j'avais mis en place, avec le soutien de Marcel Bonneau, IDEIS, l'Institut de l'entreprise et de l'innovation sociale. L'idée étant, c'est ce qui a rassemblé la mission locale et la maison de l'emploi. L'idée étant de travailler avec les professionnels du commerce, professionnels de l'industrie, professionnels des services, avec le monde de la formation professionnelle, avec les proviseurs de lycée, pour travailler les programmes de formation, et avec Pôle emploi bien évidemment, pour travailler les programmes de formation, parce que tout ce petit monde connaît en réalité les tendances, sait quels sont les emplois qui vont être créés dans les années qui viennent. Et donc on a besoin de réfléchir ensemble pour trouver les bonnes solutions et négocier ensuite à la région, parce que c'est la région qui a la compétence, d'organisation des formations pour mettre en place les bons sujets. Quelques points, le monde associatif. Enfin, nos associations font un travail extraordinaire, parfois des conditions qui sont très difficiles. Ça touche les jeunes, les moins jeunes, les anciens. Sans nos associations, la ville n'est plus la ville. En réalité, le lien social, il est construit à partir de là. Moi, j'insisterai pas, mais je pense qu'il faut qu'on mette en place des contrats d'objectifs et de moyens sur 3 ans. Alors on va me dire, ah, mais ça existe déjà, on le fait. Oui, mais on ne le fait pas avec toutes les associations. On le fait avec quelques associations. En général, celles qui sont conventionnées avec la CAF, tout ça. Voilà.
Mais par contre, avec les associations sportives, culturelles, etc., ça n'existe pas. Ça veut dire qu'une association, tous les ans, elle s'interroge sur la subvention qu'elle aura l'année d'après. Comment voulez-vous, dans ces conditions, construire un projet, développer votre assos, aller chercher des licenciés, etc. Moi, ce qu'on propose, c'est que le contrat d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire il y a une politique de la ville, il y a des objectifs de la ville, eh bien, on signe avec les responsables associatifs et pendant 3 ans, on leur garantit un niveau de subvention. Ce qui leur permet eh bien, de pouvoir construire des projets dans la durée. Voilà. C'est pas toute notre politique en matière associative, mais il me semble que c'est un élément qui est extrêmement important. Dernier point, avant de vous parler des impôts, je sais que vous attendez, c'est la question de la santé. On est confronté à une population médicale qui vieillit. On est confronté, alors, il y a le numerus clausus qui a sauté. Maintenant, on va pouvoir former beaucoup plus de médecins que par le passé. Ceci dit, ça va prendre 8 à 10 ans, hein, donc on ne va pas tout résoudre. Il y a une féminisation très forte de la profession. Plus de la moitié des étudiants en médecine sont des étudiantes en médecine. Et donc, les perspectives, l'organisation de la santé, la manière de réaliser son travail de professionnel de santé, elle va considérablement évoluer dans les années qui viennent. Il faut en tenir compte. Et donc, il y a des sujets sur lesquels il faut absolument qu'on travaille. La question du salariat est absolument essentielle. Et puis, il faut travailler avec les professions médicales pour construire des solutions. C'est indispensable. On ne fera pas tout dans un sac. Ce n'est pas possible. Il faut travailler avec les professions pour mettre en place les solutions les plus adaptées. Alors, il y a des initiatives qui vont être prises. Moi, j'entends parler d'une initiative privée qui pourrait faire venir des spécialistes, etc. C'est une bonne nouvelle. Mais il faut en discuter avec l'ensemble des professions médicales. La nécessité d'avoir une maison médicale interprofession sur l'ensemble, sur la ville, ça me paraît être aussi absolument essentiel. Mais il ne faut pas faire ce qui se fait. C'est-à-dire, en fait, on construit des murs, il y a des cellules, puis après, on dit aux professionnels de santé, venez. Ben, ça ne marche pas comme ça, en fait, ils ne viennent pas. Et c'est ce qui est en train de se passer à la Petite Hollande. Les impôts. On dit, vous allez voir, sommaire, s'il est maire, il va augmenter les impôts. 30%. Ben, ce n'est pas vrai. On n'augmentera pas les impôts à Montbéliard, pour une raison simple. Le budget de la ville de Montbéliard, les recettes de la ville, c'est 42 millions d'euros. 42 millions d'euros. C'est pas une paille, hein. Si vous prenez la moyenne des villes de 25 000 habitants, c'est 5 millions de plus, 5 à 6 millions de plus que la moyenne des villes de cette taille. Ça veut dire qu'il y a quelques moyens quand même dans cette ville. Et les projets dont je vous ai parlé, notre vision de la ville, c'est pas pour on fait tout dans les 3 ans qui viennent. C'est une ville, elle a fait évoluer sur 10 ans. Sur 10 ans. Par contre, il faut prendre les bonnes décisions au début, pas se louper. Donc il n'est pas question d'augmenter les impôts. On n'en a pas besoin. Alors on nous compare à Grand Charbon. Mais Grand Charbon, c'est quoi? Elle fait partie des 100 villes les plus pauvres de France, ça doit être la 30e ou la 35e, je ne sais plus exactement. Les 100 villes les plus pauvres de France. Le budget d'une ville comme Grand Charbon, c'est 4,5 millions. 4,5 millions, 5 700 habitants. La ville de Sochaux, 7 millions de budget. 4 000 habitants, à peine. Vous voyez la différence? Quand je vous dis que Grand Charbon est une ville pauvre, pendant des années, quand j'étais maire, j'ai annulé des investissements, repoussé d'autres, modifié certains, etc. J'ai fait ça tout le temps. On n'a jamais augmenté les impôts. Quand j'ai pu être élu maire, le nouveau maire, qui était mon premier adjoint, son équipe municipale, on dit on a des investissements à financer. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de reporter, on reporte, ou alors on les finance. Ils ont décidé de les financer. Il fallait aller chercher 300 000 € d'autofinancement. Ils l'ont fait. C'est leur responsabilité. Moi, je ne suis jamais intervenu sur le sujet. Parce qu'entre-temps, j'avais été élu député, et il ne peut pas y avoir 2 patrons dans la boutique. Le maire, c'était Jean-Paul Munier, son équipe, ils ont pris les décisions, ils sont majeurs, voilà, en toute responsabilité. Moi, je suis solidaire, parce que c'est mes amis, j'ai travaillé avec eux pendant des années, et je sais leur qualité et leur dévouement. Mais connaissez-vous beaucoup de villes où les indemnités des élus, elles ont été réduites de 40%? Combien il y a de villes dans le pays de Montbéliard qui ont fait ça?
y compris les villes les plus pauvres. Ben, à Grand-Charmont, ça s'est fait. Voilà. Et depuis des années, un adjoint à Grand-Charmont qui bosse comme un damné, il a 300 € par mois d'indemnité. Le maire, il a 1100 balles. Et je peux vous assurer qu'ils en passent des heures. Hein. Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, ne comparons pas. Grand-Charmont et Montbéliard, on est dans des villes qui sont en rien comparables. Si vous faites l'extrapolation, Montbéliard, 25 000 habitants, Grand-Charmont, 5 700. Vous multipliez par 5, ça fait 25 000. Vous multipliez par 5, le budget de Grand-Charmont, ça fait 20 millions ou 22 millions. 22 millions. Là, on pourrait dire Montbéliard est pauvre. À 42, on commence à avoir un peu d'aisance. Donc non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et je peux vous assurer que l'équipe qui est à mes côtés, elle n'est pas vraiment disponible pour augmenter les impôts. Pas vraiment. Hein. Quand j'en discute avec Alex, il me dit, moi, je ne suis pas venu sur cette liste pour augmenter les impôts. Enfin, ce n'est pas à moi que tu le dis, c'est à d'autres personnes. Bien, eh bien, écoutez, je vais maintenant vous présenter la liste. J'étais long. Hein. Je suis long, mais je suis passionné. Vraiment passionné. Avant de vous présenter la liste, vous ne faites pas de soucis, je ne suis pas reparti pour 3 quarts d'heure. Juste quelques mots sur mon parcours. Je ne veux pas en rajouter, hein, vous ne faites pas de soucis. On va vous rappeler pendant toute la campagne que je suis un ancien syndicaliste de CGT. Nom de Dieu, c'est quand même pas rien. Un ancien syndicaliste CGT qui pourrait devenir maire de Montbéliard. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Les bolcheviks sont à nos portes. Je vous rassure, c'est pas comme ça. Moi, j'ai été syndicaliste pendant 15 ans, 16 ans. J'ai même été responsable syndical, secrétaire général de la CGT. Et puis, j'avais prévenu mes collègues, il y a donc maintenant quelques années, que je ne ferais pas ça toute ma vie, que je ferais autre chose. J'ai toujours eu peur du pouvoir. J'adore les responsabilités, j'ai peur du pouvoir. Parce que souvent, ça conduit à ce qu'on se mette à déconner. Et donc, il ne faut pas s'habituer. Il faut être là où on est capable d'innover, d'entraîner, de rassembler. Et donc, à 35 ans, j'ai repris des études. Voilà. Et j'ai discuté avec plein de gens, j'ai débattu avec plein de gens, mes profs, bien sûr, à l'époque. Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui aimaient des mots comme solidarité, fraternité, voilà, puis qui ne pensaient pas comme moi, qui était un ancien syndicaliste CGT, mais qui partageaient les mêmes valeurs. Et puis j'ai appris la mondialisation. J'ai appris que la vie d'une entreprise, ben, ce n'est pas les bons et les méchants, que c'est plus complexe que ça. Et puis que c'est nécessaire de faire des bénéfices. Parce que si on ne fait pas de bénéfices, on ne fait pas d'investissement. Puis si on ne fait pas d'investissement, on prend du retard, et au final, l'entreprise, elle ferme. Puis j'ai appris qu'on n'était pas dans un monde fini, que l'économie, ce n'était pas simplement l'Hexagone, mais que c'était le monde entier, et qu'on avait besoin aussi de nous adapter. En fait, j'ai appris beaucoup de choses parce que je lis beaucoup, et j'écoute beaucoup les gens qui sont plus intelligents que moi. Les gens qui sont plus intelligents que moi, ils ne me font pas peur. Au contraire, ils m'enrichissent. Ils m'enrichissent. Vous savez, des fois, il y a des élus, dès qu'ils ont le pouvoir, ils s'entourent de tous les gens qui ne pensent plus, qui sont serviles, qui ne vont pas les embêter. Ce n'est pas mon cas. Je peux vous assurer que je suis entouré de gens, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne vont pas hésiter à rentrer dans le bureau pour m'expliquer que ce n'est pas bien ce que je fais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est rassurant. C'est rassurant. Voilà. Donc, oui, j'ai évolué. Alors, on dit c'est un tourne-veste. Il a trahi les siens. Fais juste remarquer à ceux qui disent ça, parfois c'était eux qui organisaient le baston côté syndicaliste pendant les grèves en 89. Juste pour faire cette remarque-là. Voilà. Comme s'ils regrettaient que je ne sois plus syndicaliste. À l'époque, ils ne demandaient qu'une chose, c'était de me mettre un coup de pied au derrière et de me voir partir. Le problème, ce n'est pas ça, c'est que quand vous avez 20 ans, que vous avez 35 ans, que vous en avez 50 ou que vous en avez 60, ben heureusement que vous ne pensez pas la même chose. Heureusement que vous ne pensez pas la vie de la même manière.
Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la même foi. Moi, liberté, égalité, fraternité, laïcité, ça a du sens pour moi. Ça a toujours été mon combat. Mais on peut servir la République autrement qu'en étant syndicaliste, même si je ne renie rien de tout ça. Parce que ça m'a appris, y compris, beaucoup, et c'est certainement aussi ce qui a conduit à faire ce que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, je suis fier, très heureux de conduire une liste avec 37 très très belles personnalités. J'ai vu là une équipe travailleuse, ouverte aux autres, respectueuse. Nous n'avons pas les mêmes parcours. Hein. Certains avaient une sensibilité plutôt centre-droit, d'autres plutôt centre-gauche. Mais on n'a que des républicains. Que des républicains. Qui ont au cœur et Montbéliard et la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et dans un monde qui a évolué et qui est celui qu'on connaît, y compris réchauffement climatique, les solidarités, etc. Et ça, le fait que nous n'ayons pas les mêmes parcours, c'est notre richesse. Nous refusons absolument tout sectarisme. Tout sectarisme. Vous voyez, on pourrait dire une fois qu'on a le pouvoir, on l'exerce et puis c'est nous. Ça ne va pas se passer comme ça. Je parlais des impôts tout à l'heure. La présidence de la commission finances, c'est-à-dire pour le président ou la présidente de la commission finances, il a accès à tous les dossiers budgétaires de la ville. Il a accès aux services de la ville. Eh bien nous donnerons la présidence de la commission finances à l'opposition. Voilà. Parce que nous n'avons rien à cacher. Eh bien, entre nous, on a aussi fonctionné de cette manière. Voilà. On ne se cache rien, on se parle. Des fois, on peut confronter des idées, on n'est pas forcément toujours d'accord. Mais je peux vous assurer que vous avez là une équipe d'un très très haut niveau, qui est capable vraiment de conduire les affaires de la ville, de le faire avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'attention pour nos semblables, et avec le souci permanent de la démocratie participative. Alors ça peut paraître un mot un peu galvaudé, mais je crois vous avoir expliqué quelle était notre conception en réalité de la démocratie, de la co-élaboration et du faire ensemble. Parce que je suis persuadé qu'on ne changera pas notre société, on ne changera pas la ville contre nos concitoyens, on le fait avec eux. Donc, voilà, notre ambition, c'est réussir Montbéliard. C'est réussir le pays de Montbéliard, je l'ai dit, parce que le rôle de Montbéliard est absolument essentiel dans l'agglomération, et le Nord, Franche-Comté, parce que, encore une fois, notre avenir est profondément lié à cet espace-là. Et donc, je vous présenterai les candidats par ordre alphabétique, et j'appelle le premier, Fouad Abbassi, 45 ans, formateur dans le domaine de la maintenance industrielle. Fouad est un sportif, un grand sportif, un dirigeant sportif. Il a développé le foot masculin, le foot féminin. Il est passionné par ces questions-là et par les questions sociales. Et voilà, il nous a communiqué aussi sa passion, comme d'autres. Fouad, si tu peux me rejoindre. Il est où, Fouad? Ah non, tu ne me rejoins pas maintenant. Non, c'est pas prévu. C'est Fouad, pas maintenant. J'appelle tout le monde après, pardon. J'ai fait une erreur. Christian Arguel. Ah. Christian Arguel, 56 ans, chef d'entreprise, ancien président de CRI 2000, un groupement d'entreprises du bâtiment. C'est remarquable ce qui a été fait là. Groupements d'entreprises sont capables de répondre à des gros appels d'offres et de faire bosser toutes les PME du territoire. Remarquable. Eh bien ça, c'est Christian Arguel. 56 ans. Il se lève, Christian, qu'on le voit, il est là. Alexandre Bergelin. 48 ans. Avocat. Vous voyez, on a travaillé, on s'est connus avec Alexandre. Je connaissais Alexandre Bergelin. Qui ne connaît pas Alexandre Bergelin à Montbéliard? Pas grand monde. Et Alexandre, quand il y a eu
le souci de la départementalisation des tribunaux. Très honnêtement, je n'y connaissais pas grand-chose. Et je me suis tourné vers Alexandre, on a pris contact, on a travaillé ensemble, et on a pu résoudre ensemble le problème des 2 tribunaux, Belfort et Montbéliard, dans un sens très positif pour l'aire urbaine, grâce à un amendement qu'on avait travaillé ensemble et qui a été approuvé par la ministre de la Justice. Donc Alexandre Bergelin, pour l'accompagner, Éric Bessot, facteur à Montbéliard. Qui ne connaît pas Éric? Il a été facteur, il a habité les 3 quartiers, la Chiffonne, la Petite Hollande et le centre-ville. Et Éric Bessot, c'est une personnalité, il est là. C'est une personnalité que beaucoup de Montbéliardais connaissent, puisqu'il est facteur de la ville depuis 1976. Et en même temps, il n'est pas seulement facteur, il était un dirigeant bénévole du FC Sochaux Montbéliard. Caroline Borgne, 35 ans, conseillère funéraire, une fan d'écologie, des questions sociales, des questions humaines et de la solidarité, avec un goût particulier en particulier pour la littérature. Gilles Borneau, 55 ans, sapeur-pompier professionnel, conseiller municipal sortant, mais dans l'opposition, et il a été par le passé vice-président en charge des ressources APMA, et c'est aussi un collègue syndicaliste. Lui, il y a encore. Jacques Bouvard, maître artisan coiffeur pendant 32 ans. Jacques, il a coiffé tout Montbéliard ou presque. Voilà, mais ce n'était pas seulement un coiffeur, maître artisan, s'il vous plaît, professeur de coiffure, création de 4 salons de coiffure, une boutique de maroquinerie. Tout ça pour vous dire que quand on aura besoin de discuter de commerce dans l'équipe, en interne, on a quand même quelqu'un qui a un petit peu d'expérience et qui peut nous donner quelques idées. Merci à toi, Jacques. Jennifer Charles, qui est responsable, elle est là, Jennifer, 34 ans, responsable d'animation qualité, passionnée de culture, qui a plein d'idées sur le dynamisme de la ville, et je suis persuadé qu'elle apportera énormément à l'équipe. Zora Chariot, 54 ans, micro-entrepreneur, spécialiste des questions d'animation, notamment à domicile, et puis d'accompagnement des personnes en situation précaire. Laurence Florchinger, 46 ans, chargée de communication, travaille au pôle énergie du Nord-Franche-Comté, enfin de Franche-Comté. Ah, pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est là qu'il y avait une erreur. Je croyais que c'était moi. Laurence, je confirme, elle travaille au pôle énergie de Franche-Comté. Le pôle énergie. Voilà. Le pôle énergie, si vous connaissez, c'est ce qui accompagne en fait toutes les entreprises sur le développement des énergies renouvelables. Donc vous avez compris, dans l'équipe, ça va être une référence pour nous en matière de développement durable. Bouchra Gigi, adhérente à la fédération de parents d'élèves, à la MJC, très engagée dans le mouvement associatif et notamment dans une association familiale. François Jouffroy, un nom qui sonne à Montbéliard. François Jouffroy, directeur de communication à l'UTBM, à l'école d'ingénieurs, passionné par les questions de solidarité, passionné par l'animation, notamment en direction des enfants. Monsieur Albafa, le BAFD, a consacré de nombreuses années au secteur de l'éducation populaire, et c'est un fan de cyclistes. Et quand on parle vélo, piste cyclable, etc., si vous avez des infos à demander, il est incollable sur le sujet, et ça va être un de nos élus qui va assurer en fait le lien avec les associations de cyclistes, par exemple Vélocité, pour mettre en place les meilleurs aménagements. François Jouffroy, Lionel Koenig, 51 ans, médecin généraliste. Il est là, Lionel. Lionel est médecin,
c'est à Montbéliard depuis toujours. Quelqu'un qui est vraiment très à l'écoute, qui a une vraie expertise sur les questions médicales. Quand je dis sur les questions médicales, c'est heureux, il est médecin, mais sur l'organisation même de la santé. Et on a besoin de ce talent-là pour nous aider à avancer sur un sujet qui est absolument essentiel pour les Montbéliardais. Martine Leclerc, 57 ans. Voilà, qu'employé chez PSA, très intéressé par les logiques métropolitaines, sur la place de Montbéliard dans le pôle métropolitain, et un vrai goût pour les politiques culturelles. Je sais qu'elle a regardé avec une certaine tristesse notre impuissance à créer une scène nationale à l'échelle métropolitaine. C'est des sujets donc qu'on remettra en vie le moment venu. Olivier Louis, 62 ans, retraité de la Poste, jeune retraité, et toujours, en fait, c'est notre logisticien. C'est lui qui organise tout dans l'équipe. C'est notre référent. Avec lui, il n'y a jamais un souci. Voilà, c'est vraiment l'homme de l'organisation. Mais c'est surtout un bonhomme qui a un cœur énorme, qui est d'une gentillesse incomparable, qui est très engagé à la Banque Alimentaire, qui est un bénévole assidu. Et voilà, fait partie de ces collègues qui font ciment, quoi. Voilà. Merci à toi. Cécile Maillard-Salin, 43 ans, traductrice, présidente d'une association de danse, de flamenco en particulier, pendant quelques années. Passionnée par les questions qui touchent à la réinsertion professionnelle. Travaille d'ailleurs adhérente dans une association qui travaille sur ces sujets-là. Parents d'élèves, bien sûr, engagés. Une grande fidélité aux scènes locales. Je me rappelle les premières discussions qu'on avait eues ensemble, mais dit surtout, il faut conforter nos scènes locales, quoi. Voilà, la scène nationale, Gakokoé, enfin tout ça. Il faut vraiment qu'on leur donne les moyens de travailler. Et je crois que tu as absolument raison. Et ils ont trouvé en toi défenseur de grande qualité et passionné. Quentin Moncassola, Celle Benjamin, 19 ans. Qu'en formation d'éducateur sportif, très engagé dans le mouvement sportif et associatif, très tourné vers les jeunes, très engagé. Il est surprenant, Quentin, parce qu'à 19 ans, avoir très sincèrement une telle maturité, un tel goût pour l'engagement, chapeau, quoi. Voilà, vous verrez, vous apprendrez à le connaître, mais il est vraiment étonnant. Éric Marco, un compagnon de route. Éric Marco, il est là, Éric. Retraité, un ancien d'automobile Peugeot, beaucoup d'engagement associatif. Il était dimanche au cyclocross pour participer à l'organisation avec 200 ou 300 bénévoles au cyclocross. Donc vraiment quelqu'un de très engagé et qui nous aidera beaucoup aussi dans l'équipe. Karine Marcoux. Entrepreneur dans l'événementiel, la Funambule Evans, c'est bien ça? 47 ans, femme très courageuse, qui a osé des virages professionnels un peu surprenants, mais en tout cas réalisé avec brio. Et en tout cas, tu ne manques pas d'imagination, tu l'as démontré tout au long de ton parcours professionnel, et je sais que tu continueras à nous enrichir. Céline Xugui, elle est où, Céline? Je ne la vois pas, Céline. Ah, elle est là. Céline, malgré son jeune âge, elle a 40 ans, c'est une vieille copine, parce qu'en réalité, elle a travaillé pendant 6 ans à l'agglomération, et donc on avait l'habitude déjà de travailler ensemble. Et elle a eu un courage incroyable, elle a passé les tests, elle a fait la formation de maroquinière pour aller chez Hermès. Elle a été sélectionnée, elle a fait sa formation avec succès, elle est chez Hermès. Elle a fait un virage professionnel un peu comme toi, voilà. Et ce qui prouve que dans la vie, il faut oser.
et que la réussite est disponible à condition que parfois on sache prendre les bonnes décisions avec avec beaucoup de courage, parce que ce n'est pas toujours simple à faire. Merci à toi, Céline. Christian Ndongo, 47 ans, enseignant en économie. Il est où, Christian? Je ne le vois pas. Il est là. Membre actif de l'association Expression de France, engagement dans diverses associations internationales caritatives, sportives et culturelles, co-initiateur de la création du skatepark au Pré-la-Rose et des déferlantes rollers. C'est peut-être des sujets d'ailleurs qu'il va falloir qu'on travaille pour l'avenir, avec en plus l'ouverture du frigo qui est indispensable. Julie Nappé, 39 ans, chef de produit, déploiement, très intéressée par les questions de développement. C'est une développeuse, voilà. Il y a quelqu'un qui a des objectifs, qui conduit des projets, qui les mène au bout, mais toujours avec beaucoup d'esprit de collaboration et de partage. Merci Julie. Et une haute expérience des questions industrielles. Aja Roulmer, je suis obligé de l'excuser, elle a 22 ans, elle est étudiante en marketing, et elle travaille voilà, elle est dans une entreprise pour quelques mois. Et Ajar, c'était son premier boulot. Elle est en déplacement avec son patron. Elle est à Strasbourg. Donc elle me dit, écoute, c'est pas possible. Voilà. Puis comme c'est son premier boulot, on lui a dit, on te pardonne. De toute façon, on te verra la prochaine fois. Pour vous donner une idée de son talent, demi-finaliste du concours d'éloquence de Sciences Po. Et c'est quelqu'un qui est passionné de communication. Demi-finaliste du concours d'éloquence, je peux vous assurer que c'est pas rien. Nourdine Sakek, 55 ans, dessinateur industriel, technicien de maintenance, militant syndical, c'est le troisième, trésorier d'association, adhérent à la MJC. Nourdine, voilà, tu as fait à peu près aussi tous les quartiers de Montbéliard au cours de ta vie. Voilà, tu connais énormément de Montbéliardais. Montbéliard, c'est ta ville. Et tu nous apporteras, je sais, énormément. Yannick Setz, un artiste, 55 ans, artiste peintre, passionné de culture, mais on ne le voit pas comme ça. Il ne le dit pas, mais en fait, c'est un ancien athlète de très très haut niveau, de niveau national, en handball. Donc voilà, passionné de culture, passionné de sport. Tu auras certainement du travail dans la prochaine période. Snezana Trapik. Une spécialiste de la politique de la ville, employée dans une association familiale, c'est notre référente logement avec Catherine. Dominique, elle a un master politique de la ville, c'est dire son niveau d'expertise sur le sujet. Quand je vois ce qu'il y a à faire sur différents quartiers, tu nous seras vraisemblablement d'un grand secours. Dominique Trémaud, 63 ans. On retrouve à Postier, mais aujourd'hui il est plus musicien que postier, et très engagé aussi dans le mouvement associatif. Jean-Paul Turani, Jérôme Trossat, pardon, Jérôme Trossat. Jérôme Trossat, 52 ans, a été élu à Montbéliard, a été adjoint, passionné des questions d'urbanisme, des questions environnementales. Il est directeur général des services dans une communauté de communes. Beaucoup d'engagement associatif, président d'association dans le domaine de l'insertion et de l'emploi. Jérôme a un niveau d'expertise top niveau, c'est-à-dire ça sera certainement un de nos référents si nous sommes élus pour nous aider à conduire les affaires de la ville. Jean-Paul Turani, 54 ans, ingénieur PSA, passionné par les questions qui touchent à l'égalité, au vivre ensemble. Voilà, s'il en est un qui est convaincu
qu'une ville, c'est d'abord une communauté humaine, et que cette communauté humaine, elle a besoin de grandir dans toute sa diversité, eh bien, c'est Jean-Paul. Il est passionné par ces sujets. C'est un ingénieur habité par les humanités, en réalité, et je sais que son envie de promouvoir notre projet. Jésabelle Valentin, 26 ans, jeune diplômée en ressources humaines. C'est une joueuse de handball, voilà, de bon niveau, mais elle recherche un boulot. Donc, si jamais vous entendez parler dans votre entreprise d'un besoin de RH, vous nous appelez, Jésabelle y répondra. André Vimin, commerçant retraité, qui ne connaît pas André? Et son engagement associatif, président départemental d'une fédération de parents d'élèves pendant 10 ans. Moi, à l'époque, j'étais élu à la région, et je sais l'engagement, tu étais au Conseil économique et social, et je sais quel a été ton engagement pendant toute cette période. Et quand je vois ce que tu fais aujourd'hui, notamment dans le domaine du sport, ce que tu as fait déjà par le passé, ce que tu continues à faire, ce que tu apportes à nos jeunes, bravo, chapeau. Et puis, tu es vice-président du conseil de développement de PMA, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, et un goût forcément très prononcé pour le débat participatif. Merci d'aider. Stéphanie Vurpillot, Bertin. « 45 ans, infirmière. Elle a biqué beaucoup de gens, je suis sûr, y compris dans cette salle. Mais visiblement, elle n'a pas laissé de mauvais souvenirs, je n'ai rien entendu de ce point de vue. 45 ans, infirmière, passionnée de sport. Mais en fait, des fois, on s'interroge, par quoi elle est passionnée réellement? Parce que le sport, oui, l'environnement, oui, les questions démocratiques, oui, les questions qui touchent à la médecine, oui. En fait, c'est quelqu'un qui a une connaissance et une culture extrêmement large et un dynamisme à toute épreuve. Merci à toi. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai fait. En fait, Zora, j'ai fait. Virginie, en fait, j'ai raté une page, pardonnez-moi. Virginie Chavet, 53 ans, comptable, habite à Montbéliard depuis fort longtemps, conseillère municipale depuis 2014, conseillère départementale depuis 2015. J'ai fait référence tout à l'heure, ce n'est pas toujours de manière heureuse, et continue bien évidemment de travailler à côté de ses mandats, une solide expérience dans de nombreux domaines. Avant, tu as été quand même enseignante, donc tu connais bien aussi le domaine de l'enseignement. Avida Chergui, 45 ans, assistante commerciale, passionnée de culture, d'ouverture sur le monde, de tourisme. Voilà, et sur ces questions-là, je sais que tu nous seras d'un grand apport. Martine Chenu-Marté, 69 ans, retraitée de l'Éducation nationale, très engagée dans le mouvement associatif, vice-présidente d'une association familiale, était adjointe aux solidarités pendant 2008 à 2014. Le fait que tu ne sois plus dans la majorité n'a pas contribué à te faire faiblir sur tes engagements. Tu as continué tes engagements, tu continues à travailler avec les gens, même comme si tu étais en responsabilité. Il ne reste plus qu'à gagner au mois de mars et tu t'y retrouveras à nouveau. Tu n'auras pas perdu le rythme. Bravo. Catherine Connat. Elle est là, Catherine. 56 ans. On travaille ensemble avec Catherine. On a travaillé à plusieurs reprises ensemble dans différents secteurs. Vous avez un problème de logement? Vous appelez Catherine. Vous avez besoin d'un intermédiaire avec un organisme logeur? Vous appelez Catherine. Vous avez besoin de discuter financement de logement? Vous appelez Catherine. Vous avez besoin de parler d'APL, de prestations familiales, etc. Vous appelez Catherine. Elle est incollable sur ces sujets-là, mais surtout, elle a chevillé au corps un engagement au service des familles, des locataires,
qui est absolument passionné. Des fois, on lui dit calme-toi un peu, prends un peu de temps pour toi. Oui, mais l'association a besoin. Tu témoignes. Hein, voilà, c'est quelqu'un de passionné, totalement engagé, qui a donné, qui donnera encore énormément aux autres. Je crois que j'ai terminé. J'ai oublié personne. Un grand pardon, Tom, parce qu'en fait, Tom derrière, voilà, et c'est lui qui fait défiler les portraits. Et comme j'ai raté une feuille tout à l'heure, c'est pour ça que c'était le, voilà. Pardonnez-moi, si toute l'équipe pouvait monter, ça serait sympa. Merci à vous, une excellente soirée. Et puis, je vais conclure là-dessus. Tous nos voeux pour la nouvelle année, plein de santé, plein de bonheur, plein de réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient familiaux. Et puis, plein de joie. Si vous pouvez nous accompagner jusqu'au mois de mars et encore après, on en sera très heureux. Il y a une équipe de talent, il y a une équipe qui va faire de grandes choses pour Montbéliard si elle est élue. On compte sur vous. Merci à tous, passez une excellente soirée et à très bientôt.